démarrer notre café littéraire consacré au volet jeunesse de la programmation du festival et qui a pour thème les mondes imaginaires. Voilà, on va se laisser entraîner dans des mondes imaginaires à travers nos échanges. Nos deux invités, donc Damien Galisson, c'est ton tout premier roman. Voilà. Il s'agit donc de La Dragonne et le Drôle, donc édité chez Sarbacane. C'est un roman qui a connu un certain succès, sélectionné pour le prix Vendredi, qui est un prix assez prestigieux dans le domaine de la littérature jeunesse, sélectionné pour le Lire en scène, pour le Festival de Saint-Malo, enfin voilà. C'est un roman c'est un roman de fantaisie médiévale, on peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Qui a la particularité d'être écrit en vers libre, mais pas uniquement. C'est une écriture assez hybride, du vers libre, du vers pas libre. Voilà. Et pour parler de toi et terminer sur toi, pour ta présentation, tu es aussi parolier et musicien dans un groupe de hard rock qui s'appelle Tannen, ou tu ne l'es plus, je ne sais pas. Oui, le groupe s'est arrêté. Vous savez, la vie des groupes de rock, c'est un peu... ça va vite, ça flambe vite. Ouais. Mais voilà, je continue à faire de la musique, mais donc j'étais parolier, je chantais, je criais très fort en français. Des sortes de poèmes qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Très bien. À l'écoute. Ok. Kinga Wierzykowska. Alors toi, tu es invitée au festival pour ton premier roman adulte. Mais ce qui nous a intéressés aussi chez toi, c'est qu'avant la parution de ce premier roman, tu avais écrit des romans destinés à des ados chez l'éditeur Bayard. Et parmi ces romans, il y a Mémore, Le monde d'après. C'était ton premier roman, en fait. Voilà, je ça, crois c'est aussi. mon premier roman, voilà. véritablement. Donc en fait, nous, on retombe sur nos pattes de primo-romancier jeunesse, voilà. Et donc c'est aussi un roman très ancré dans l'imaginaire. Comment dire ? On avait du mal avec Emma à définir le genre du roman, mais une petite discussion hier après-midi avec Damien, tout d'un coup, nous a éclairés. Et il a proposé pour ce type de récit le genre de la fantaisie de portail, ou portal fantasy en anglais. C'est-à-dire, en fait, un roman qui fait cohabiter un monde tout à fait réel, puisque ton livre commence dans une famille polonaise tout à fait réelle, et un événement ou un petit objet, en l'occurrence, fait basculer ton personnage principal dans un autre monde, qui est donc le monde de Mémore, qui est donc le monde des morts. Donc voilà, la cohabitation de ces deux mondes avec un petit passage, d'où le terme de fantaisie de portail. Voilà, tout ça, c'était pour essayer de définir et de s'entendre sur le genre auquel on avait affaire. Donc, écoute, si tu veux... alors, ce roman, Mémore, avait lui aussi connu, lors de sa parution, un certain succès. J'ai vu qu'il avait reçu le prix Cultura, un prix du roman jeunesse de la ville d'Asnières. Voilà, enfin, je pense à un roman. Emma me disait qu'elle se rappelait de sa parution, et qu'effectivement, il y avait un roman qui avait eu aussi un certain écho. Donc, si tu veux bien, Kinga, on va commencer par toi. Et pour que nos auditeurs soient bien au courant de quoi on parle, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire de quoi parle ce récit, Mémore, le monde d'après, et quelle est l'origine de ce roman ? Est-ce que c'est une longue maturation ? Est-ce que c'est le fruit d'un hasard ou d'une rencontre ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc, en quelques mots, l'histoire. D'abord, l'histoire. Ouais. Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon, Tomek, qui a 13 ans, qui est en quatrième en France au moment du début du roman, et qui est un petit garçon qui a beaucoup déménagé, qui déjà a déménagé tous les ans depuis sa venue en France. Et il est arrivé quand il avait 5-6 ans de Pologne. Donc, il vit avec sa famille, qu'il appelle ou que les gens appellent la famille -1.
la famille Parniewski, puisque c'est une famille de 4. Ses parents, sa sœur et lui, et qu'il en manque un. Voilà. Donc on comprend qu'avant le départ en Pologne, il s'est passé ce que tout le monde dans la ville dans laquelle il habitait appelait l'accident, dont on apprendra des choses au fur et à mesure du livre. Et donc c'est un petit garçon qui vit en France, mais qui a été évidemment comme ça marqué par ce deuil. Et juste avant de quitter la Pologne, il avait l'habitude d'aller voir une femme qu'on appelait dans sa résidence, enfin une sorte de comme ça, des immeubles d'habitation, comme il y en a beaucoup en Pologne, entre la résidence et la cité, une vieille femme qu'on appelait la tzigane, et qui lui a donné une sorte de petit collier avec une bille au bout, une mnémosine, et en lui disant, le jour où vous serez prêts, ton frère et toi, eh bien, tu pourras lui parler à l'aide de cette mnémosine, sachant qu'auparavant, ils essayaient de lui parler à l'aide, vous savez, avec des séances de spiritisme, et que ça ne marchait jamais. Et puis quand le roman commence, en fait, il se passe 2 choses, ou plusieurs choses de manière un peu concomitante. Lui, c'est un petit garçon qui prend beaucoup de photos, aussi parce que comme il déménage beaucoup, il faut que les choses restent, quoi. Et sur son appareil photo, il n'a pas de téléphone, il a un appareil photo numérique, et bien la dernière photo qu'il a prise de son frère avant l'accident est en train de devenir floue. Et donc au départ, il croit que c'est un problème avec l'appareil photo. Et puis en même temps, il se rend compte que sa mère aussi est en train d'oublier des choses assez fondamentales. Donc il se rend compte, il y a des petits accidents comme ça qui viennent perturber le quotidien et qui sont de l'ordre de ce dont on se souvient ou pas. Et en même temps, sa pierre est en train de chauffer. C'est la rentrée, il va à l'école, tout ça est un peu comme ça. Et puis à l'école, il va sentir sa mnémosine qui l'emporte vers, il va se réveiller, ou en tout cas, il va revenir à la conscience dans un monde que j'ai appelé Mémor, et qui est un monde composé de différentes planètes sur laquelle vivent des habitants en fonction, et leur apparence et leur existence est conditionnée par les souvenirs qu'ils ont laissés sur Terre. Donc il y a les géants, c'est évidemment les personnes connues, et il est en train de se passer quelque chose dans ce monde-là avec les souvenirs. C'était un peu longue, mais... Non, mais c'est très bien. On pourra revenir après un petit peu sur la structuration du monde de Mémor. Alors moi, une première question pour entrer dans le vif du sujet. Vers la fin du livre, tu évoques le lien fondamental qui unit les hommes à leurs défunts. Voilà. Et c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et je me suis demandé pourquoi tu avais fait le choix de partir dans un univers imaginaire pour aborder cette question-là. Voilà, comment ça s'est déterminé? Alors, il y a 2 questions. En tout cas, pour y répondre, je vais peut-être articuler ma réponse autour de 2 éléments. D'abord, en répondant à votre première question, c'est-à-dire pourquoi ce roman-là et pourquoi avoir... moi, je vais le dire, j'ai fait des études universitaires de lettres. C'est très difficile de s'en détacher pour commencer à écrire. Je me sentais pas du tout autorisée à écrire parce que j'avais comme ça une sorte de sacralisation, comme beaucoup de gens. Voilà, c'est un peu banal, mais pour écrire, il faut se sentir autorisé. Et il y a et chacun trouve son propre moyen, mais il faut se libérer des bagages qu'on a, des choses. Et quand on a un peu enseigné la littérature, lu beaucoup, faut vraiment se débarrasser de tout ça. Et pour moi, le moyen le plus facile peut-être, ou en tout cas pour m'en débarrasser, ça ne veut pas dire que c'était facile de l'écrire, ça a été vraiment... ça a été vraiment un travail long et pénible à plein d'égards, mais la littérature jeunesse était débarrassée de toute ma culture d'adulte sur la littérature. Donc c'était un moyen d'aller vers un lieu d'écriture qui était un espace de liberté. Ça, c'était très... je me sentais là... je savais qu'il fallait aussi travailler l'écriture, mais j'étais pas enfermée avec des noms, et puis ce que j'ai aimé lire, je lisais beaucoup enfant et j'aimais beaucoup aussi lire des romans les romans par exemple de Roald Dahl, où il y a aussi cette bascule vers des mondes. Voilà, c'était des choses qui m'avaient beaucoup nourrie, où il y a peut-être cette idée de portail aussi, c'est-à-dire donc ça c'était quelque chose qui relevait pour moi
de mon souvenir de lectrice enfant et des univers auxquels j'étais. Et ensuite, Mes Morts, qui est donc le monde des morts, c'est que je pense que là, il y a la part... comment le dire sans que ce soit très psychanalytique, mais je veux dire, je fais partie de ces gens qui sont sûrement de manière très permanente. C'est comme si c'était quelque chose qui me permettait de me réconcilier. En tout cas, d'apprivoiser un peu cette mort qui me fait très très peur, quoi. Je suis hypocondriaque, enfin tout ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire, je vis en permanence avec cette idée de disparition des gens autour de moi, l'impression parfois de vivre dans un monde mort. Bon, là, c'est hyper joyeux pour un roman jeunesse, mais c'était ma manière de me sortir de ça en faisant autre chose. On reviendra un petit peu dans la conversation sur la façon dont tu as structuré tout cela. Voilà. On va passer à toi, Damien. Est-ce que tu peux nous poser un petit peu le décor de La Dragonne et le drôle, et puis nous donner un petit peu la genèse de ce roman? Pourquoi tu t'es tournée vers la fantaisie? Est-ce que ça a été une évidence pour toi? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer à travers ce roman aussi? D'abord, la fantaisie, pour moi, c'était une évidence parce que c'est ce que je consomme en tant que lecteur. Je dis consomme parce que j'ai toujours un livre de fantaisie qui en remplace un autre. Voilà, donc je lis à 90% que de la fantaisie. Et actuellement, en France, il y a des auteurs pour adultes, notamment, qui font des choses absolument extraordinaires, très littéraires. Voilà. Et j'adore ça. Et puis, après... ce roman, pour faire un petit résumé, le drôle, c'est un gamin. Alors, c'est rigolo parce que dans toutes les régions, on n'a pas forcément l'idée que le drôle, c'est un enfant. J'ai croisé des gens qui disaient le drôle, c'est un gars rigolo. Non, vraiment, dans le Poitou, dans pas mal de régions, le drôle, c'est un enfant. Le drôle, la drôlesse ou la drouillère, selon les coins. Donc le drôle, c'est un gamin qu'on appelle le drôle, on met très longtemps à prendre son prénom, qui vit parmi une troupe de mercenaires et qui n'est pas du tout à sa place. Lui, il aime chanter, c'est écrit à la première personne, et si c'est en vers, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il pense en chantant. Donc vraiment, on vit sa plume, on est immergé, la caméra est au travers de ses yeux. Et on vit dans un monde où il y a des îles qui flottent les unes plus ou moins éloignées des autres. En plus, elles se déplacent, donc on a un monde qui est en plus d'être flottant, qui est pas constant. Et le seul moyen la chose qui va le motiver pour réussir à sortir de cette troupe violente, il n'est pas fait pour être soldat, et puis il est trop jeune, il est tout jeune, il a 11 ans, c'est qu'il va croiser une dragonne, un dragon absolument immense, et que dès qu'elle va ouvrir son œil, ça va le toucher, et il va avoir besoin de se mettre en relation avec ce dragon. Voilà. Tu parlais des îles flottantes, on les voit au tout début du roman. Il y a une carte qui dévoile les îles, et tu écris le nom des îles avec un alphabet. Alors c'est pas moi qui ai fait les illustrations, c'est Tom Oreille qui fait des BD chez Sarbacane. Voilà. Mais il y avait un peu cette idée de montrer dans le roman, il y a un personnage qui est dur, qui est le patron de cette bande de mercenaires. Ils sont pas nombreux, ils sont 4. Donc on appelle Chef, le bien nommé Chef. Et Chef sort ses cartes, et en fait on peut pas se promener d'île en île puisqu'elle se déplace. Donc il faut passer par des ponts, sauf que puisque les îles se déplacent, des fois les ponts ne tombent pas en face. Donc selon les régions, on va tourner, placer les cartes les unes sur les autres et tourner pour savoir, selon la période où on est, comment on va faire pour relier une île à une autre. Et on a beaucoup échangé avec Julia chez Sarbacane, avec l'éditrice, sur ma description des cartes, parce que j'avais mis en place un truc, vous remarquez un peu alambiqué, sauf qu'à décrire, c'est un peu technique. À décrire en vers libre, où il faut être léger
c'est pas évident, donc ça pouvait très vite être lourd. Et finalement, elle m'a proposé, on est arrivé, je pense, dans le texte à quelque chose qui le décrit bien. Mais dans l'idée, finalement, présenter une carte, ça lui a paru assez évident. Alors moi, en fantasy, j'aime pas les cartes. Dès qu'il y a une carte, je veux pas savoir. Et j'en trouvais pas forcément la logique parce que le drôle, il sait pas où il habite. Il ne sait pas où est la maison de son enfance. Il est perdu, il ne sait pas dans quelle région, il ne sait pas à quelle époque. Il est un peu comme les mômes d'aujourd'hui, aller dire à quelqu'un de 11 ans, c'est où Laval sur la carte de France, dans le monde, etc. On ne sait pas forcément. Et lui, il est vraiment perdu. Donc pour moi, ça n'avait pas forcément de logique. Et une fois que ça a été imprimé, j'ai dit, c'est cool, en fait, ça donne vraiment un visuel à ça. Ouais. Et c'est lui aussi qui a travaillé en lien avec toi, j'imagine, là, en début de chaque chapitre. Là, alors, c'est lui aussi, totalement librement. Ouais. Et j'avoue que les petits médaillons en début de chapitre, j'ai trouvé ça canon, j'ai adoré. Ouais, ils sont chouettes. Ouais. Il y a vraiment le développement d'un univers esthétique, en fait, complet. À la fois ton texte en vers, et puis l'illustration qui joue un rôle, comme tu le dis, important, quoi. C'est un peu une caractéristique de la fantaisie, peut-être. Je pense à Tolkien qui dessinait. Je pense que Tolkien dessinait pour inventer son monde. Et après, souvent, on connaît les couvertures d'Alan Lee ou des gens voilà, qui ont beaucoup dessiné Tolkien par ailleurs. Après, la fantaisie a tout un pendant très, très graphique de par la BD. Hein. Voilà, où vraiment il y a la BD, les jeux vidéo, les séries maintenant. Voilà, puisqu'on a droit un peu plus que Conan le Barbare en termes de fantasy. Merci, il était temps. Mais voilà, il y a vraiment un univers graphique autour de la fantasy. Voilà, moi, quand très jeune, j'ai lu les Légendes des contrées oubliées, par exemple. On avait vraiment de la fantasy, pour une fois très sombre, très noir, pas destiné aux enfants, pas juste avec un guerrier, un nain, un géant, voilà, des choses plus subtiles et puis des univers complets. Ouais. D'accord. Et quand tu es rentré en écriture, tu t'es dit, je vais créer de la fantaisie, ça sera de la fantaisie. Alors je me le suis pas dit. Je fais partie des jardiniers en écriture, donc je n'ai pas de plan. J'ai pas de plan du tout. C'est un problème d'ailleurs quand on écrit, parce qu'on peut écrire beaucoup de choses et partir dans le mauvais chemin très longtemps, faire pousser de la mauvaise herbe jusqu'à n'en plus finir. Mais je me suis pas dit je vais écrire de la fantaisie. J'ai commencé à la première personne. Je savais que c'était un enfant, je sais pas pourquoi, qui allait chercher du bois, je sais pas pourquoi. Et en fait, quand le dragon est tombé, c'est devenu de la fantaisie. Ça n'en était pas juste avant, en fait, la seconde d'avant. J'ai pas franchement prémédité les choses là-dessus. Je les prémédite pas très bien. Il y a une part d'inconscient qui surgit. Après, je pense que simplement on est nourri de ce qui nous entoure. Le coup des îles flottantes, j'ai compris, mais bien plus tard, qu'avec mes enfants, je m'étais nourri, j'avais regardé et re-regardé 1000 fois ce dessin animé formidable qui s'appelle Chasseur de dragons, qui est un dessin animé français avec une chanson de The Cure au début qui est superbe. Bref, voilà. Et on est vraiment dans ces mondes-là. Et à un moment, j'ai fait le lien, mais oui, j'ai piqué l'idée à Chasseur de dragons. Voilà. Kinga, on revient vers toi. Donc, tu nous as expliqué ce monde de mémoire, le monde des morts. Ce serait bien que tu nous redécrives un petit peu précisément comment tu l'as structuré. J'ai envie de citer, de faire 2 citations pour que notre public ait une petite idée de ces différentes planètes et à quoi elles correspondent. Alors voilà, page 64, on a Téméra, l'une des planètes de mémoire. C'est là qu'échouent les gloires finissantes et tous ceux qui n'ont pas eu leur ticket pour Aglaya, mais qui ont laissé quelques traces. Un scandale par-ci, un fait divers par-là, une base de données ou une chronique mondaine, assez de souvenirs pour peupler Shed City, leur mégalopole tentaculaire, avec ses rues bruyantes et ses quartiers malfamés. Ça, c'est pour Téméra. Et puis, il y a aussi Ancestra. Ancestra, c'est la planète de vos êtres chers, entre guillemets, tous ceux dont le souvenir continue de hanter vos cœurs. Dans la très grande majorité des cas, les primors, c'est ceux qui arrivent sur mes morts,
s'installe à Ancestra, où il demeure tant qu'au moins un vivant les garde dans son cœur. Il y règne une certaine douceur de vivre, plus grande peut-être que sur les autres planètes. Voilà. Alors là, c'était pour Téméra, Ancestra. Il y en a d'autres, si tu peux nous en parler un petit peu plus précisément. Ce qui nous permettra d'ailleurs de constater une sorte de point commun entre vous deux, c'est que tous les deux, vous avez mis en place des univers comme ça, un peu flottants dans l'espace. Alors celui de Damien, on y reviendra peut-être, est assez mouvementé, on va dire ça comme ça. Celui de Kinga est très organisé. Voilà, il y a alors, il a été un peu organisé a posteriori. Tu disais tout à l'heure jardinier. Moi, en fait, premier roman, je me suis lancée comme ça. Et je ne savais pas non plus forcément que j'allais aller vers quelque chose vers une bascule dans un autre monde. Voilà. Et en revanche, c'est vrai que c'est dangereux, cette histoire parce que moi, ce que j'ai envoyé en première forme à Bayard, et puis je suis tombée sur une éditrice... vraiment qui m'a fait beaucoup travailler la rigueur de l'univers et je veux dire l'architecture, que tout soit extrêmement rigoureux. Je me souviens de questions, puisque en fait, alors ça c'était une question qui m'avait beaucoup frappée dans ses retours, parce qu'elle m'avait fait réfléchir, mais y compris réfléchir presque de manière un peu métaphysique, puisque là effectivement l'idée c'était que ça part de cette idée un peu simple de finalement les morts continuent à exister parmi nous en fonction du souvenir qu'on a d'eux. Et puis à un moment donné, on le sait, moi j'aime me promener dans les cimetières et effectivement on voit qu'il y a des tombes qui sont plus tellement fleuries, il y a des photos sur lesquelles on peut s'attarder, et puis on se demande, voilà, on se dit que les choses disparaissent un peu comme ça, voilà, ça c'est et j'ai perdu le fil. Non, et donc elle m'avait dit, donc j'avais envoyé quelque chose qui était finalement un monde beaucoup moins organisé qu'il ne l'est aujourd'hui, je pense, dans le roman, et elle tenait, et je la comprends, et d'ailleurs je pense que souvent les enfants, les adolescents sont des lecteurs extrêmement scrupuleux qui veulent, je veux dire, si on dit quelque chose, il faut que le système tienne. Et moi, mon système, il tenait pas forcément, quoi. Et notamment, à un moment donné, elle m'avait dit, mais quel est le statut des animaux exactement dans ton monde ? Et je m'étais dit, ah oui, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, en fait, on était déjà... Internet a aussi révolutionné notre rapport à la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent ressurgir qui n'étaient pas là avant. Donc, est-ce que ça donne plus de vie ou moins de vie Voilà, j'aimais cette idée. Il y avait cette idée que les gens avaient des sortes de kilos souvenirs qui les maintenaient sur une planète ou une autre et qu'ils se métamorphosaient. Qu'en fait, leur vie dans le monde des morts, elle est soumise comme ça à une sorte d'évolution également, qui est l'évolution de nos souvenirs. Et je me souviens, en fait, cette idée, elle a aussi germé. Il y avait mon rapport à la mort. Et puis aussi, c'était une période où j'étais très préoccupée par ailleurs par tout ce qui était en train de se passer autour de Darwin aux États-Unis. Et du fait qu'on voulait faire disparaître. Donc Darwin est un des personnages présents dans le roman. C'est un des personnages qui justement disparaît parce que je me disais, voilà, finalement, cette mémoire, l'évolution, les savoirs. Alors là, il y avait une volonté idéologique, bien sûr, derrière la disparition de Darwin qui suscitait à la fois beaucoup mon intérêt, et puis j'ai voulu le replacer dans la mémoire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'advient-il des... oui, alors là, il y a des stars, etc., des personnages historiques. Darwin étant, lui, à l'origine, un habitant de la planète où les habitants sont le plus chargés en kilos souvenirs, et puis qui va progressivement être... parce que voilà, il se passe quelque chose dans ce monde des morts qui est de l'ordre d'une sorte de complot contre la mémoire. Il y a un méchant Fulcanelli. Voilà, exactement, qui va vouloir faire disparaître progressivement les géants et pomper leurs souvenirs. Il y avait cette idée-là de vol de souvenirs également. Ah oui, tout à fait, ouais. Oui, justement, excusez-moi, sur le thème du deuil, c'est quand même un projet fort d'écrire à destination de jeunes sur cette question-là. Tu avais envie de faire passer quelque chose, un message ou
voilà, de dire quelque chose de précis là-dessus. Je ne sais pas si je peux dire que j'avais un message, mais effectivement, je pense que c'est une question qui habite l'adolescence, l'enfance aussi, qu'on se pose, on peut perdre comme ça au fur et à mesure de son existence des êtres chers. Et puis, puis l'expérience du deuil, on le sait, elle est diffuse. Elle est parfois aussi la perte de... la mort, il n'y a pas que la mort qui crée du deuil. Je veux dire, il y a aussi ça. Donc, en fait, et on sait aussi que l'adolescence, c'est un deuil de l'enfance. Donc, c'était moi en premier lieu. Et d'ailleurs, pour un tout petit peu être plus... raconter quelque chose que j'ai pas beaucoup raconté sur la manière dont Mémor est né. Au départ, il n'y avait pas l'histoire du deuil du frère. C'était un deuil aussi de l'enfance, alors du pays, de la Pologne conquise, des déménagements, et c'était un peu abstrait. Alors en fait, ce frère est venu incarner quelque chose, mais qui représentait plus globalement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois évidemment la perte de l'être cher, mais il s'agissait pour moi aussi effectivement de cette perte qu'est l'adolescence, pour un renouveau, pour autre chose, hein, évidemment, mais c'est aussi, il y a aussi ça. De l'enfance, quoi. Voilà, ouais. D'accord. Eh bien, écoute, tu vois, j'allais te poser la question. Est-ce que Tomek ne perd pas autre chose voilà. Et pour illustrer un petit peu ton propos, il y a une phrase vers la fin de ton roman que je trouve éclairante. Il est en train de lutter, Tomek, avec Fulcanelli, là, le méchant qui complote. Et donc Tomek dit, tu nous dis, Tomek songea aux quelques instants d'oubli pur qu'il avait goûté à Amnésia. Amnésia, c'est la planète où tout disparaît, on oublie tout. Ces quelques journées vidées du fardeau de son passé ankylosé. Avait-il été heureux alors, insouciant, libre, léger ? Est-ce que je serai toujours moi si j'oublie mon histoire, se demanda-t-il. Voilà. Je crois que ça décrit vraiment ce que tu viens de nous dire. Il s'agit aussi de faire le deuil de son passé, de son histoire, de son enfance. Et c'est comme un juste équilibre entre l'oubli et la mémoire. Je veux dire, on sait, il y avait une pièce fantastique de Pomera, une adaptation de Joël Pomera, qui est un metteur en scène qui avait adapté Cendrillon, et il avait interprété Cendrillon comme celle qui est elle met un réveil pour ne jamais, pour toutes les 10 minutes, penser à sa mère et à la mort de sa mère, et donc elle fait toutes ces tâches pour et oui, c'est pas, voilà, c'était pas la mémoire est lourde aussi, donc il y a une part de l'oubli à accepter, et puis il y a également une part de la mémoire à porter. Enfin, c'était aussi ça, mais c'est un équilibre qui est difficile à trouver, sur lequel on est en recherche. Voilà, c'était aussi ça que j'avais, parce qu'Amnésia, c'est une planète sur laquelle les morts, qui ont eux aussi, parce qu'il y a la mémoire des vivants, mais en fait les morts, quand ils sont là, ils ont aussi leur part d'oubli. C'est-à-dire que c'est un peu comme une boîte dans la boîte, parce que quand on meurt et qu'on... on sait par exemple que jusqu'à présent, là c'est un peu en train de changer, mais les grands hommes, donc hommes masculins, ont beaucoup plus de kilos-mémoire pour des raisons dont on est de plus en plus conscient aujourd'hui. Donc quand ils arrivaient sur la planète des géants, en revanche, les êtres qui leur étaient chers et qui parfois les rejoignaient, n'étaient pas sur la même planète. Et donc, il y avait une sorte de distance qui se creusait entre eux, et eux-mêmes avaient besoin d'aller laver leur propre mémoire pour ne pas vivre trop mal leur mort sur Amnésia. Et on peut rebondir avec le thème aussi de la mort et de la perte de l'enfance, avec la dragonne et le personnage du drôle, parce que lui, finalement, il est embarqué aussi, il quitte rapidement son enfance. À 11 ans, il quitte son enfance. Il se retrouve avec 4 mercenaires et dans un univers sombre de bataille, de guerre. Il y a cet aspect-là aussi dans ton roman, je trouve. Ouais, et puis je pense aussi qu'il y a cette idée de la masculinité, où finalement on peut être un enfant un certain temps, mais à un moment il faut être un homme. Puis être un homme, c'est être un guerrier, et puis il faut tuer des gens, et finalement lui c'est un poète.
Voilà, ce qu'il aime, c'est chanter. Ce qui lui manque, sans doute, c'est une mère. Et donc je pense que je spoile pas grand-chose vu qu'il y a un œuf qui se voit assez sur la couverture pour dire que cette dragonne couve un œuf de dragon, voilà, et que finalement il rencontre lui qui est petit, faible, qui vit dans un monde de brutes. Il rencontre un personnage, un animal sauvage, le plus terrifiant qui soit, c'est le dragon, qui finalement est en position de faiblesse. C'est pas un dragon, c'est une dragonne, et elle est en train de donner naissance à un enfant. Donc il y a toute une part de symbolique ici, de voilà, à la fois quitter l'enfance, et à la fois accompagner la mère. Peut-être qu'être adulte, c'est aussi dire, bah voilà, moi aussi je couve mon œuf. Voilà, et les papas couvrent très bien les œufs, je pense. D'ailleurs, on n'en trouve pas beaucoup des personnages féminins finalement dans ton livre. Ils sont assez en retrait, à part la dragonne qui est là. Et puis tu as un autre personnage, c'est Gerfo. J'ai fait une super méchante. Oui, voilà, Gerfo, mais elle a un prénom. Elle a un prénom. Elle a un prénom d'aigle, hein, finalement, voilà. Voilà, parce qu'on a un personnage, voilà, le capitaine. Cette dragonne est poursuivie par d'autres guerriers, par une armée entière. Ils sont dans des aéronefs, puisque évidemment on ne se trimballe pas en bateau dans un monde où les îles flottent dans l'air. Et le capitaine de toute cette armée est une femme d'un certain âge, Gerfo, qui est sèche et sans pitié, et qui a ses motivations à elle. Elle a besoin d'un œuf de dragon pour avoir un dragon pour faire la guerre. Voilà. C'est un monde quand même très masculin, un monde d'hommes quelque part. C'est un monde de guerre en fait. Là où on voit qu'une femme a sa place dans l'armée. D'ailleurs, il y a une autre femme, hein, dans cette armée. Elles sont quelques-unes. Voilà, donc je ne sais pas si c'est tellement un monde d'hommes. C'est un monde de guerre. Et la question qui se pose pour le drôle, un petit peu le sujet central du roman, c'est de se dire quelle est sa place. Et quand on grandit, quand justement là on est face à un adolescent, et en fait qui on va devenir, c'est qui mes modèles, que ce soit des modèles masculins ou féminins, c'est qui mes modèles. Puisque je suis dans un monde de guerriers, est-ce que je dois être un guerrier? Et puis les guerriers ont-ils envie de l'être? Il y a quelque chose qui se passe parmi les mercenaires. Il y a son grand frère, Roddy, qui est un génie de l'arc, donc qui tue des gens, et qui n'est pas forcément à sa place non plus, mais qui n'a pas le choix. Et puisqu'il est très efficace à l'arc, on l'a mis là en fait. Et je pense que c'est un petit peu la question de tout le monde. Voilà. Puisque tu es bon ici, on va te mettre ici, mais de quoi on a envie dans le fond, pourquoi on est fait, est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire? Ouais. Oui, d'ailleurs, la relation entre les deux frères est là au centre du livre. On la sent tout le temps. Elle pèse sur eux. Tu avais envie de mettre cette relation aussi au cœur du livre. Qu'est-ce qui t'a porté Je ne l'ai pas vu du tout au départ. Roddy était là dès le début du roman, et le drôle en attendait beaucoup, et c'était pas sur le premier jet, c'était pas franchement le grand frère, ou c'était pas sûr. Et pour en avoir discuté avec l'éditrice, voilà, elle m'a dit mais remets cette relation-là au centre du truc, parce que le drôle en attend quelque chose. Et donc du coup, vraiment, on a créé un arc narratif où ce frère qui ne dit rien, parce qu'on a un personnage qui ne dit jamais un mot, et finalement son petit frère se fait cogner, puisque c'est un petit frère, et il ne dit rien. Et en fait, avoir quelqu'un dont on attend quelque chose qui ne dit jamais rien, c'est très très lourd. Et finalement réussir, ou pas, je vous dis pas la fin, à renouer avec ce grand frère qui est taiseux et qui a sans doute ses raisons, c'était important. Je pense que ça fait partie. Il est obligé de se construire avec ce frère là qui est là mais qui est pas là quelque part.
Des fois, dans une famille, dans une fratrie, on est le deuxième, on est le premier, et on a un frère qui réussit tout, ou une sœur qui réussit tout, ou quelqu'un de la famille qui est absolument formidable, que tout le monde encense, qui a un don. Et où est le sien, en fait? Est-ce qu'on est obligé de briller? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un don? Est-ce qu'on est obligé... là, on est dans un monde où chanter n'a aucune importance. C'est pas là, mais on pourrait raconter l'histoire de ce gars qui est formidable à l'épée et qui vit dans un monde d'artistes qui n'est pas à sa place. Donc là, c'était un autre point commun entre vos deux romans, deux frères, et la relation qui disparaît, qu'on recherche ou qui a du mal à se construire. Kinga, je reviens vers ton roman Mémoire. Dans ce roman, il y a pas mal d'allusions à d'autres textes littéraires. Je pense à La Reine des Neiges, qu'on voit apparaître à un certain moment. Les contes d'Hoffmann aussi, avec la lentille Coppelius, qui nous évoque quelque chose. Les Trois Mousquetaires avec Athos, évidemment, qui organise ce monde. Ces allusions servent... pour toi, c'est quoi? C'est t'inscrire dans un réseau de lecture ou d'œuvres, ou c'est des petits clins d'œil vers tes lecteurs ou vers les parents de tes lecteurs? C'est quoi? Alors peut-être que les trois allusions n'ont peut-être pas la même fonction. Je pense que c'est un peu du jeu. C'est-à-dire que d'abord, quand... je pense qu'on est construit évidemment par ce qu'on a lu. Et quand on écrit, il y a des choses comme ça, des univers qui viennent nous porter un peu dans l'écriture. Alors, la Reine des Neiges, en l'occurrence, la vraie Reine des Neiges, celle d'Andersen, non mais je plaisante, l'autre est très bien aussi, mais moi, c'est un conte qu'on m'a énormément lu, qui m'a énormément marqué enfant. Et je crois que justement, dans le conte d'Andersen, il y a ce petit garçon, Kai, je crois qu'il s'appelle. Bon, on me le lisait en polonais en plus, donc j'ai pas exactement les mêmes. Ce petit garçon Kai qui, en fait, le conte commence de manière très mystique. C'est des diables qui emportent un grand miroir vers le ciel. Non, ou des anges, pardon, qui emportent un grand miroir vers le ciel. Je ne sais plus pour quelle raison. Et puis, il y a un diable qui passe, et puis ce miroir se casse. Et il y a un morceau de ce miroir qui tombe dans les yeux de certains, qui se mettent à voir faux et à voir le mal et la laideur dans le monde, là où il y a la beauté. Et il y a quelque chose qui se gèle en eux. Voilà, il y a quelque chose qui se refroidit en eux, et Tomek, même si là, comme il est travaillé par ce deuil, comme il est marqué, il y a quelque chose aussi qui l'empêche de vivre pleinement à partir de la mort de son frère. Mais plus globalement, c'est un petit garçon qui est marqué comme ça. Et puis, il y a des problèmes dans sa famille. Alors, il y a aussi un autre point commun, c'est que lui, c'est sa mère qui chante tout le temps, au lieu de... depuis qu'elle est arrivée en France, en fait, elle ne répond quasiment plus qu'en chantant. Mais son chant cache aussi, en fait, finalement, voilà, peut-être quelque chose qui s'est un peu, qui s'est un peu effondré en elle, quoi. Donc finalement, il y a une sorte de. Alors le roman n'est pas, je pense que le ton n'est pas du tout triste, mais en revanche, il y a, enfin voilà, parce qu'il faut pas que ça paraisse, mais en revanche, c'est des choses comme ça. Donc la Reine des Neiges, oui, c'est un imaginaire. Je pense que il y a une gravité chez les enfants et chez les adolescents qui peut être masquée ou pas, mais qui m'importe, qui me bouleverse d'ailleurs dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc la Reine des Neiges, ça avait cette importance-là. D'accord, très bien. Peut-être voir Damien et ses inspirations, ses lectures d'enfance. Ah, mes lectures d'enfance, oh là, tu me ramènes loin. Ou des lectures plus... Ouais. Non, mais moi, très jeune, ce qui m'a tenu je suis devenu un très très gros lecteur, alors que c'était pas parti pour être mon truc au CP. Hein. Et c'est les livres dont vous êtes le héros. Et les livres dont vous êtes le héros, c'est pour si vous avez des enfants qui lisent pas, c'est parfait. On est tout de suite dans l'action. C'est pareil, 90% c'est de la fantaisie, hein, donc voilà, c'est très bien. Ok. Ça a bercé toute une génération. Ouais, ça vraiment. D'ailleurs, ils reviennent. Ouais, ça revient un peu. Ils ressortent. Ils ressortent. Ouais. Sinon, Kinga, on a remarqué aussi que dans ton roman, la photographie joue un rôle important.
C'est une photographie du frère de Tomek qui l'accueille au monde des morts, une photographie qu'il avait prise. Et puis, il a toujours son appareil photo. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué l'idée de ne pas oublier son passé. Mais est-ce que pour toi, la photographie aussi, est-ce que tu la pratiques? Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à tout ça? Est-ce que la photographie a pour toi un rôle aussi dans ce roman? Ou est-ce que c'était anecdotique? C'était... Je pense un petit peu à ce qu'on peut dire de la photographie comme étant, ayant un rapport avec la mort aussi. Enfin, je pense à Roland Barthes, à La Chambre claire. Voilà. Oui. Non, mais c'est certainement le... Je pense que ce qui je veux dire, la photographie est... Moi, je ne fais pas moi-même beaucoup de photographies, à part un peu comme tout le monde, comme ça de temps à autre. Mais en revanche, j'aime la photo et mais je crois que c'est que là, c'était un moyen aussi simple d'exprimer notre volonté que le temps ne nous échappe pas complètement, que les choses ne filent pas tant que ça. C'est un moyen d'essayer de garder quelque chose du présent, et puis c'est toujours un peu quelque chose de biaisé. Donc oui, les photographies, effectivement, elles sont des bribes, comme ça, donc elles suscitent effectivement est-ce que j'en ai dans mes autres... Oui, ça revient beaucoup, mais ça revient. Oui, c'est quelque chose qui revient dans mes romans, mais c'est vrai que je pense comme volonté d'archivage, c'est-à-dire quelque chose de cet ordre-là, une tentative un peu vaine de retenir les choses. D'accord. On va revenir sur ton travail de l'écriture en vers libre, là. Je vais lire juste un tout petit bout pour remettre dans l'ambiance. Moi, je chante, je libère le temps d'une chanson, la pierre, la tension qui me plombe, le bide et ma voix s'amplifie comme un écho joyeux. Et je ne vois pas que chef s'est crispé sur sa bière, qu'il y a tanneur qui bigle du côté des pouilleux, des fois que l'un se moque et qu'il serre la mâchoire. Que redit ce grand frère qui m'ignore, me plante un regard lourd afin que je me taise. Donc on voit vraiment qu'il y a une musicalité effectivement dans ton texte. Musicalité amenée par les vers, par le fait que tu aies été parolier. Est-ce que cette écriture en vers, tu l'as conçue comme un espace de liberté ou au contraire comme une contrainte d'écriture qui était là et qu'il fallait apprivoiser? Eh ben, en écriture, et je pense que dans tout ce qui est médium artistique, vraiment la contrainte amène une liberté incroyable. Et vraiment se dire, j'écris en vers. Et j'ai souvent essayé d'écrire des romans. J'en ai écrit plein de débuts, je les ai jamais terminés. Et vraiment écrire en vers, ça fait écrire bien. Ça fait que d'avance, ça sonne et que ce qu'on produit là au premier jet, au premier coup de crayon, au premier doigt qui se pose sur la note, et ça ressemble déjà à quelque chose. Donc c'est assez satisfaisant. Et puis je trouve que l'alexandrin, cette espèce de puissance, ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui crée comme une valse, qui fait qu'au bout de la ligne, on va à la suivante, et qu'une rime en appelle une autre, et que quelque part, ça lance un rythme marathonien sur l'écriture. Donc ça le pousse un peu naturellement. Voilà. Le premier, pour la petite anecdote, le premier jet que j'ai envoyé à Sarbacane, c'était de l'alexandrin à la ligne. Quasiment. Donc ça a été un travail après, ça a été un travail plus tard de casser ça et d'essayer de faire autre chose pour avoir une mise en page un peu particulière, de mettre un mot en avant, des fois de retourner dans un gris typographique un peu classique, parce que
cette mise en page-là permet un peu comme en dessin de dire ici c'est plus gros. Si on a un mot qui est perdu tout seul, je vais dire une bêtise, si un personnage prend une gifle, s'il prend une gifle cachée au milieu des autres mots, elle n'a pas d'importance. Si dans la page elle est toute seule et qu'il y a de l'espace autour, on sent que c'est une gifle qui pèse très lourd. Il y a presque un travail de mise en page qui ressemble à de la bande dessinée en fait là-dessus. C'est quelque chose que j'avais pas envisagé avant de lire Clémentine Beauvais. En fait, j'ai appris du maître, clairement, parce que justement dans Songe à la douceur, il y a cette mise en page particulière. Alors je l'ai adapté à ma sauce, mais oui, il y a ce jeu qui permet de dire selon. Alors, il y a un moment où on entend la voix de la dragonne, et c'est pareil là. Le texte devient sinueux parce que c'est un dragon et que la pensée d'un animal comme ça est sûrement pas une pensée humaine. Nous, on doit avoir, je pense, une pensée très bête à la ligne. Voilà. Très linéaire ou pas. Excuse-moi. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ton style d'écriture? Il y a d'autres projets d'écriture pour l'avenir qui ressembleront à La Dragonne et le Drôle ou... Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Là, j'écris quelque chose pour la jeunesse encore, mais sans vouloir que ce soit du vers libre fondamentalement. Par contre, je passe par le vers au moment de l'écriture. Parce que vraiment ça m'apporte quelque chose que sinon j'ai pas, que je trouve pas satisfaisant moi à relire d'un point de vue strictement littéraire en fait. J'ai envie que mon texte soit beau et passer par le vers me permet de développer ça, alors que en l'écrivant en prose, j'arrive pas forcément à avoir cette force en fait. Ouais. D'accord, très bien. Ouais, le vers te donne un rythme et une musicalité qui t'entraîne, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis ça fait, en fait, quand on n'a plus que 3 syllabes à placer quelque part, on aurait pu mettre un mot et puis il y en a un autre qui va sonner mieux. Si j'ai une rime en A, et peut-être que je vais trouver un mot qui déchire en A pour mettre derrière, parce qu'il n'était pas forcément venu et que là il y a quelque chose qui se crée, qui donne envie d'aller pousser un peu sur ce vocabulaire et sur ces univers-là. Ouais. On revient un petit peu vers toi, Kinga, et pour terminer dans quelques minutes notre entretien. À propos de l'écriture, tu en as un petit peu parlé, et c'est vrai que dans ton roman, nous avons remarqué qu'on sourit, on sourit beaucoup dans un monde qui pourrait a priori paraître aussi un peu inquiétant. Moi, j'ai lu aussi ton premier roman, Pâte Blanche, ton premier roman pour adultes. Et on retrouve aussi un peu cette petite distance, cette ironie. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu assumes, que tu aimes bien faire, maintenir comme ça? Enfin, voilà, explique-nous. Oui, alors, disons que ce qu'il y a de commun, c'est que, oui, alors d'abord, dans ce que j'aime lire, et du coup, dans ce que j'écris, je ne sais pas si je saurais écrire autrement, je ne sais pas si je le souhaite, mais en fait, moi, j'aime lire des choses dans lesquelles, par moment, on ne sait pas exactement sur quel pied danser. Je veux dire, voilà, où on ne sait pas, on pourrait dire une autre, si c'est du lard ou du cochon ou quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui me plaît, un petit vertige. Voilà, j'aime lire dans ce petit état de vertige. Et après, je veux dire, dans les deux cas, que ce soit Pâte Blanche ou Mes Morts, je suis allée chercher des choses qui, en fait, m'angoissent, m'inquiètent, voire peuvent me mettre dans des états de panique. Et en fait, ma seule réponse possible à ça, c'est le rire. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille, si je vais chercher là, alors soit, je sais pas, je m'assieds et je pleure, ou je tremble, ou je ris. Et si je ris, alors je peux un peu écrire voilà. Et l'écriture me permet, en fait, c'est peut-être ça, c'est que l'écriture me permet, ou le langage, de mettre à distance les choses qui me font un peu peur et d'en rire un peu, voilà, d'avoir cette petite distance, c'est un rebond. Et pour le lecteur, c'est aussi très agréable. Il y a un moment de respiration, on a le petit sourire, ça installe une complicité en fait aussi.
Écoutez, merci. En tout cas, ça me fait plaisir que ce soit le cas. Est-ce que tu as des projets d'écriture dont tu peux nous parler, alors soit en jeunesse, soit en adulte, comme tu veux? Alors, pour l'instant, les projets sur lesquels je suis en train de travailler sont plutôt en littérature adulte. C'est plutôt les histoires qui me viennent pour l'instant. Ceci dit, j'ai travaillé pour le théâtre. On m'avait fait une commande un peu de texte qui se passerait sur une île et autour d'un arbre. Donc j'avais écrit quelque chose, une sorte de... un petit roman écologique plutôt à destination des enfants, mais aussi dans un monde un peu fantastique. Voilà, ça rejoignait un peu ça. Et pour l'instant, je l'ai laissé comme ça, mais... chez Bayard, on m'a demandé à un moment donné si je pouvais l'envoyer, mais je ne l'avais pas terminé, je n'ai pas pu y revenir. Mais voilà, là, je suis plutôt sur la littérature adulte, mais je pense que j'espère en tout cas que dans mon parcours d'écriture, je pourrais aller de l'un à l'autre. Voilà. D'accord, nous l'espérons aussi. Merci. Eh bien, écoutez, nous allons nous arrêter pour ce café littéraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.